De voir à l'écran. Ah, il est là. Ah. On demande. Depuis ce matin, il apparaît au moment où on parle de lui. C'est levé à 2h du matin. Bonjour Stéphane, en fait, Bonjour tout le monde. toi tu as la chance d'avoir le thé et le confort dans ton bureau. Je suis désolée pour les sénateurs et sénatrices et nos invités, nous n'aurons pas de thé à disposition pendant la réunion. Il s'est réservé uniquement au président de la délégation aux Outre-mer. Privilège de ceux qui se sont levés très tôt ce matin. Bon, très bien. Bon, mais je disais, on attend que Stéphane soit connecté, mais non, il était déjà connecté. Bon, écoutez, on va pouvoir démarrer, si tu le permets, Stéphane. Et donc, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureuse ce matin d'inaugurer avec mon collègue et président donc Stéphane Artano la première réunion commune à nos deux délégations, la délégation aux droits des mères et aux Outre-mer, sur la parentalité dans les Outre-mer. Au cours des prochains mois, nos deux délégations vont en effet mener ensemble un travail sur cette thématique et faire converger leurs approches dans le but de produire un rapport commun. Je me félicite de cette collaboration entre nos deux délégations. Je suis convaincue que croiser nos regards et nos analyses constituera une grande richesse pour nous tous. La thématique de la parentalité dans les Outre-mer nous permettra d'aborder de nombreux sujets, les spécificités structures familiales dans les territoires d'outre-mer, l'importance des familles monoparentales, au sein desquelles vivent plus de la moitié des mineurs aux Antilles, contre 20% en France métropolitaine, la répartition des rôles parentaux également, les politiques familiales et sociales, les dispositifs de soutien à la parentalité, et j'en passe évidemment. 4 rapporteurs ont été désignés pour mener ces travaux, les présidents de chaque délégation, Stéphane Artano et moi-même, ainsi que Victoire Jasmin et Elsa Chac, qui sont sur ma droite en présentiel au Sénat. Nous sommes heureux ce matin d'accueillir Monsieur Michel Villac, président, et Mesdames Laurence Rioux, secrétaire générale, et Camille Chasseran, conseillère scientifique du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le HCFEA. C'est dur à dire, hein. HCFEA, oui, donc souvent il y a des acronymes qui sont compliqués, qui a publié en mars 2022 un rapport intitulé « La situation des familles, des enfants et des personnes âgées vulnérables dans les départements et régions d'outre-mer. Drôme, réalité sociale et politique menée ». Monsieur Claude Valentin-Marie, conseiller pour l'outre-mer, qui est là, voilà, vous nous avez rejoint sans que je vous ai vu arriver, conseiller pour l'outre-mer auprès de la direction de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, c'est plus simple, hein, l'INED, qui publiera au printemps la 2e édition de l'enquête Migration, famille et vieillissement dans les départements et régions d'outre-mer. Bienvenue à vous 4. Les représentants du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge nous présenteront leur dernier rapport qui met en évidence les spécificités des structures familiales des DROM, mais aussi les différences par territoire, et recense une grande diversité d'initiatives pour accompagner les familles et en particulier les mères seules. Monsieur Marie Blined nous présentera les objectifs et modalités de la 2e enquête Migration, famille et vieillissement dans les départements et régions d'outre-mer, plus de 10 ans après une première enquête qui avait rendu possible l'analyse de données sur des thèmes jusque-là inédits dans ces territoires. C'est vrai que pour apporter des bonnes réponses, il faut aussi que les études soient menées, et les enquêtes également. L'objectif était également de mener des politiques publiques mieux adaptées aux enjeux démographiques spécifiques des DROM. Il nous dira si cet objectif a été atteint. Nous sommes particulièrement intéressés par les données que vous pourrez nous communiquer pour cette première réunion de nos deux délégations, cher Stéphane, au cours de cette audition et ultérieurement sur les évolutions des structures familiales dans les Outre-mer et sur les initiatives locales existantes en matière d'accompagnement de la parentalité. Donc je vais laisser sans plus tarder la parole au président Stéphane Artano, président de la délégation aux Outre-mer, qui intervient à distance depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci, cher Stéphane, pour ce décalage horaire accepté. Merci, Madame la Présidente, chère Annick, Mesdames, Messieurs et chers collègues. Étant évidemment actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme l'a rappelé Annick, est de retour d'une mission avec le président du Sénat en Guadeloupe et en Martinique. Je participe à cette première réunion en visioconférence et je vous prie évidemment de m'en excuser. Néanmoins, les miracles de la technologie nous permettent de pouvoir travailler avec intelligence. Je me réjouis à mon tour de cette perspective de ce travail en commun
Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que nous l'expérimentons avec la délégation aux droits des femmes et nous avons jusqu'à présent eu qu'à nous féliciter. Je rappelle notamment le rapport conjoint, chère Annick, en 2020 sur les violences faites aux femmes sous la direction du président Michel Magras et de vous-même, Madame la Présidente. Et nous savons que ces problématiques doivent être portées dans la durée et qu'il est utile d'unir nos efforts. Le colloque qui s'est tenu récemment sur ce sujet à l'Assemblée nationale et qui s'est appuyé sur nos travaux montre à la fois leur utilité, bien sûr, mais aussi tout le chemin qu'il reste à parcourir sur ces sujets de société. Concernant la présente étude, avec Victoire Jasmin qui dispose de la double casquette puisqu'elle appartient aux deux délégations, nous attendons évidemment un état des lieux précis afin de pouvoir identifier le cas échéant les moyens d'améliorer nos politiques publiques au regard des réalités ultramarines. Vous savez que notre délégation est très engagée sur la question de l'adaptation des dispositifs et des normes. Évidemment, sans préjuger des résultats de cette étude, il ne serait pas surprenant que dans le domaine de l'accompagnement à la parentalité, comme dans bien d'autres, des éclairages ou des ajustements soient souhaitables. Je ne vais pas être plus long pour laisser la parole à nos experts et collègues sur ce sujet très important, vous l'aurez compris, pour comprendre les défis auxquels nos sociétés ultramarines sont actuellement confrontées. Merci beaucoup, cher Stéphane. Et donc, je vais donner la parole immédiatement à Monsieur Claude Valentin-Marie, qui va brancher son micro et qui est le premier intervenant pour cette réunion de ce matin. À vous, cher monsieur. Et merci aux membres des deux délégations présents ce matin. C'est bon. Bonjour. Mon intervention, effectivement, comme elle a été demandée, sera de vous indiquer un certain nombre de travaux qui sont en cours actuellement, justement, qui est une reprise de l'enquête Migration, Famille et Vieillissement que j'ai conçue à l'INED spécialement sur l'outre-mer, et c'est la première grande enquête de ce type qui a été construite sur l'outre-mer. Le champ de cette enquête, c'était plusieurs choses. Mesurer les diverses manières de faire famille dans les DROM. J'ai diverses manières de faire famille dans les DROM. Ce qui signifie un point important, c'est que ce soit la manière de faire famille, que ce soit les conséquences en termes de parentalité, ou que ce soit les changements qui sont à l'œuvre sur tous ces plans, il n'y a pas une vision simplement commune de la situation des DOM, mais des situations extrêmement différenciées. C'est le point qui me paraît extrêmement important à souligner immédiatement là-dedans. En fait, l'ambition, c'est sortir de cette vision uniformisante des réalités des DROM, et en particulier essayer de faire atteindre, et on verra ça tout à l'heure avec Michel, des aménagements qui sont spécifiques aux réalités spécifiques de chacun des territoires. Et c'est ça la difficulté extrêmement importante. Alors, l'objectif pour moi, c'est de vous montrer en quoi les familles ultramarines, leurs dynamiques sont différentes d'un territoire à l'autre, de même que l'adaptation des politiques publiques doivent suivre cet élément. Pardon, ça va arriver. Alors, le temps que ça arrive, parce que je crois que ça ne marche pas pour l'instant. Alors, je commence rapidement avant que les éléments reviennent, si vous voulez. Quelques traits saillants sur les familles ultramarines qui les distinguent de celles de la métropole. D'abord, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, madame, des familles monoparentales en plus grand nombre. Mais il ne suffit pas de dire qu'elles sont plus nombreuses pour dire c'est la spécificité de ces familles monoparentales, et c'est un des points importants sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Le deuxième point, c'est également des maternités précoces beaucoup plus courantes, des naissances hors mariage beaucoup plus courantes, une forte part de naissances non reconnues par les pères et des cohabitations plus durables des enfants avec les adultes. Donc, ce sont ces éléments et je vais vous montrer, en gros, là, qu'est-ce que l'enquête nous permet de saisir. Donc, décidez, voilà. On a 4 grands axes d'études à visée prospective. Les premières, c'est les familles ultramarines, leur réalité, leur complexité. À l'intérieur de ça, la fécondité et la nuptialité, quelles sont les évolutions de comportement. Ce sont des points que l'enquête a étudiés. Le deuxième sujet, c'est la question des migrations, parce que la question des familles s'articule très profondément avec la question des migrations, qui elle-même se distingue entre l'aspiration au départ des jeunes adultes, c'est quelque chose qui aujourd'hui est au cœur de réalités extrêmement importantes en Guadeloupe aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, le départ important de jeunes.
Les migrants retour, qu'est-ce que j'appelle migrants retour? Ce sont des natifs de ces départements qui ont vécu plus ou moins durablement en métropole et qui reviennent. À quelle date reviennent-ils? Comment reviennent-ils? Quelle est la conséquence? Et la troisième dimension de ces migrations, qui concerne de manière différenciée les départements concernés, c'est l'arrivée des populations immigrantes, c'est-à-dire des non-natifs ou des étrangers qui s'installent dans les territoires considérés. Ensuite, dans le vieillissement, c'est quelles conditions de vie des retraités et quels sont les liens intergénérationnels. Comment évolue-t-il justement lorsqu'on a, et c'est le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, une réduction de la natalité, une diminution du nombre de jeunes et une croissance du vieillissement. Donc on a là des enjeux qui, effectivement, s'interpellent. Excusez-moi, mais... Voilà. Donc l'enquête en question est d'une ampleur importante, puisqu'on a enquêté 16 000 personnes, et elle est spécifique à chacun des territoires, avec plusieurs populations, les natifs du département, les natifs de retour, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans le département, qui ont fait un séjour à l'extérieur, généralement métropole, et qui sont revenus. Leur parcours n'est pas le même que ceux qui sont restés. Et deuxièmement, les immigrants. Et dans les immigrants, on distingue les nationaux non nés sur le département qui viennent s'installer dans le département et les étrangers qui s'y installent. Et sur ce plan, je vais aller beaucoup plus vite parce que ça, je vais déjà dire. Sur ce plan, on remarquera que les dynamiques sont extrêmement différentes. Et c'est ça les premiers résultats qu'on a sortis dans l'enquête précédente avec les éléments qui correspondent aux éléments que le recensement ou que l'état civil peuvent nous donner. La première chose, c'est une forte chute de la natalité, principalement aux Antilles. On est passé, en gros, si vous voulez, en Martinique, en Guadeloupe, d'une situation dans les années 60, on s'affolait de la vigueur de la natalité, puisqu'on était dans une moyenne de 6 enfants par femme, à une situation aujourd'hui où l'indice de fécondité est de moins de 2 enfants par femme, il est de 1,9 à 1,8 en Martinique. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire que dans une configuration comme celle-là, on n'a pas de renouvellement de la population. Donc on a là quelque chose d'une dynamique extrêmement importante, et ce qui est important à souligner, c'est pour ça que j'ai mis en même temps la Guadeloupe et la Martinique, c'est que, et ça c'est quelque chose de tout à fait remarquable, l'itinéraire à quelques années près, à quelques écarts statistiques près, la dynamique guadeloupéenne et la dynamique martiniquaise se ressemblent totalement. Donc il y a là quelque chose sur lequel il faut réfléchir, sur cette ressemblance en termes de pensée d'une politique publique qui serait différenciée. Le second point, c'est qu'effectivement, alors comme c'est en principe animé, mais ça n'est pas là, je vous l'expliquerai, le second point, c'est l'accélération de la transition démographique. En fait, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, on a un nombre d'enfants par famille, un nombre d'enfants par femme qui s'est fortement réduit, et principalement en Martinique et en Guadeloupe, et un peu moins à La Réunion. Et en fait, pas du tout au contraire en Guyane et à Mayotte. Je laisserai Guyane et Mayotte plus tard. En gros, si je prends des familles qui étaient installées, qui sont nées, excusez-moi, mais c'est pas très pratique, parce que, excusez-moi. Si en gros je prends des femmes qui étaient nées dans les années 30 à 39, on a une situation où plus de la moitié de ces femmes avaient entre 3 et plus d'enfants, principalement beaucoup avec près de 6 enfants par femme, et leurs enfants qui sont nés entre 60 et 69, c'est une situation exactement inverse, c'est-à-dire qu'elles ont réduit de moitié leur maternité. Donc on a là, en une génération, un basculement complet des comportements de fécondité. Je dis bien des comportements de fécondité. Je ne parle pas des comportements de nuptialité, je ne parle pas des comportements de parentalité. Donc ça, juste... Et si vous regardez bien, vous voyez là ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que la Guadeloupe et la Martinique ont une dynamique à peu près semblable. Ces résultats, ce sont les résultats que nous avons mis en évidence il y a 10 ans. Et en gros, il y a 10 ans, on avait ce résultat-là qui nous a dit qu'aujourd'hui, ça avait une visée prospective. Et que 10 ans après, c'est la situation que l'on a. La prochaine enquête va nous permettre de faire le point sur la question et en gros de nous indiquer qu'est-ce que ça nous annonce pour les 10 ans qui viennent. Et la tendance est extrêmement forte. À l'inverse, si vous regardez la Réunion, vous avez une situation qui montre qu'à la Réunion, cette dynamique de réduction, de transition démographique, elle a aussi fonctionné à la Réunion, mais avec un degré beaucoup moindre. Donc on n'est pas du tout à la Réunion en termes de natalité et également, on le verra plus loin, de structuration de la vie des familles dans la même situation que les Antilles. Mayotte et Guyane sont dans une situation inverse, puisque là, au contraire, on est avec une forte natalité, et on le verra un peu plus loin, et une natalité avec un apport croisé
inverse de celui des Antilles, c'est-à-dire avec une immigration relativement importante, alors qu'aux Antilles, nous sommes dans une émigration relativement importante. La monoparentalité, et ça c'est un point sur lequel je voudrais pas mal insister, il est connu que la monoparentalité est quelque chose qui est largement répandu, et ce n'est pas une nouveauté par rapport à ça. Ce que l'enquête a permis de voir, c'est les conditions et la spécificité de la monoparentalité, précisément aux Antilles, qui se différencient des formes de monoparentalité qu'on peut trouver en métropole et qui se différencient aussi de celles qu'on peut trouver à La Réunion. Je m'explique. Non seulement nous avons une part extrêmement importante de familles, de femmes qui sont en situation de monoparentalité, ayant un enfant et l'élevant seul, mais ce qui est le plus important et qui distingue la Martinique et la Guadeloupe de la métropole, mais également de La Réunion, c'est la durée de vie de cette situation de monoparentalité, qui est non pas une monoparentalité, qui est une rupture de vie de couple, mais une entrée directe en monoparentalité qui dure jusqu'à l'adolescence de l'enfant. La grande différence, ce n'est pas seulement le taux de monoparentalité, c'est les modalités même de la monoparentalité, qui est d'autant plus dans cette configuration que les familles sont précaires. Donc, dans la situation de monoparentalité, on cumule l'absence du père, et vous verrez plus loin, la non-reconnaissance des enfants par le père, en part importante, une précarité des mères, et une précarité des mères, on va le voir plus loin, qui a une incidence concrète sur la vie des enfants, que ce soit dans les premières années de la vie, que ce soit après la périnatalité, dans le parcours scolaire des enfants. Donc on voit là quelque chose qui distingue concrètement la situation antillaise de la situation métropolitaine, mais qui la distingue aussi, de ce point de vue, de la situation mahoraise, de la situation guyanaise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai choisi ce petit joke d'un dessinateur, d'un humoriste qui est en Martinique, qui s'appelle Pancho. Dit papa, où sont les mamans? C'est qu'en fait, effectivement, la grande réalité, c'est qu'une part importante des enfants ne sont pas reconnus par les pères. Et ça, du point de vue de l'organisation de la vie familiale, il ne s'agit pas seulement de la monoparentalité, mais de la non-reconnaissance des enfants. Et c'est un élément de plus dans l'organisation sociale de la vie familiale et les perspectives de vie des enfants considérés. Vous avez les éléments là-dessus. Là, ce que je vous donne comme éléments date de 2019, ce sont des éléments du recensement de l'état civil. Troisième point que montrait déjà à l'époque l'enquête il y a 10 ans, c'est l'importance des maternités précoces. Et ce qui vous regardez sur ce qui se passait il y a 10 ans, qui annonce d'une certaine manière ce qu'on aura aujourd'hui, et les prochains résultats nous donnent ça de manière différente, c'est qu'on avait des maternités précoces qui, d'une manière générale, sont plus importantes qu'en métropole, mais qui sont différenciées en termes de volume, de proportion, entre les Antilles d'un côté, la Guyane et la Réunion de l'autre, et également Mayotte. Alors, Mayotte n'était pas dans ce travail, puisque nous avons fait l'enquête à Mayotte 5 ans plus tard, mais les résultats de Mayotte confortent d'une certaine manière les dynamiques qui sont ici étudiées. Donc, ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'on a, et tout à l'heure, comme nous avons travaillé ensemble, Michel reviendra sur les conséquences que ça peut avoir en termes de politique publique à l'endroit de cette situation, des maternités précoces extrêmement importantes, qui s'accompagnent, je ne l'ai pas présenté ici, mais on le verra tout à l'heure, qui s'accompagnent de recours à l'IVG qui est également extrêmement important dans ces départements. La conséquence de cette affaire, si j'ai été clair jusqu'à présent, et je prends le cas des Antilles dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que nous avons une chute importante de la natalité, c'est le petit carré que vous avez sur la gauche, qui s'accompagne donc, si vous regardez sur la pyramide, par une réduction de la pyramide par le bas, il y a de moins en moins de naissances. Là-dessus, nous avons à peu près une moyenne de 10 000 naissances par an en 60. Nous en sommes à 3 700 aujourd'hui, naissances par an. La réalité concrète de cette affaire aux Antilles, c'est que depuis à peu près 1 an ou 2 ans, ce qu'on appelle le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, ce solde naturel aux Antilles, il est négatif. Il y a eu l'année dernière moins de naissances qu'il n'y a eu de décès. Et cet élément
joue parce que vous avez un deuxième élément qui est sur le carré, qui est à votre droite, c'est-à-dire l'effet de l'émigration, c'est-à-dire du départ, qui sont principalement marqués par le cours des jeunes, qui font le creux dans la partie que vous voyez. Ça veut dire que dans ce creux, une grande part des enfants qui sont nés se trouvent aujourd'hui principalement en métropole, mais ce creux signifie aussi en même temps, et ça, il s'accélère, il s'agrandit, que vous avez une part de la population en âge d'activité qui, pour une grande part d'entre elles, n'est plus disponible sur le territoire. Et en particulier, comme cette migration, et je ne détaillerai pas, a un caractère très sélectif. Si dans les années 60-70, la métropole recevait et trouvait à occuper des gens de qualification modeste dans les PTT, femmes de salle des hôpitaux, etc., cette réalité d'aujourd'hui n'existe plus. Ce qui signifie que l'émigration au départ des DOM est une migration... Tout le monde veut partir, mais tout le monde ne peut pas rester en métropole. La migration devenait de plus en plus sélective. Ça signifie concrètement que sont principalement installés en métropole une grande part de la jeunesse des territoires, mais principalement la partie la plus qualifiée de cette jeunesse. À l'inverse, et là, on sort complètement des Antilles pour aller vers la Guyane et Mayotte, on est dans un processus totalement inversé à Mayotte et en Guyane, c'est-à-dire avec une très forte croissance démographique, que ça le soit à Mayotte ou en Guyane. Elle est plus active, plus importante encore à Mayotte. Il y a des effets extrêmement concrets de cette croissance démographique à Mayotte, avec la densité sur le territoire, qui crée des conditions de vie qui sont extrêmement délicates, pour ne pas dire plus, dans la situation mahoraise, mais qui ont pour caractéristique commune entre Mayotte et la Guyane de concilier et de combiner deux éléments exactement inverses de ce que je vous ai décrit tout à l'heure, une forte natalité associée à une importante immigration. L'immigration est tellement importante à Mayotte que, en dépit que les jeunes Mahorais, je dis bien en dépit que les jeunes Mahorais soient très nombreux, notamment en utilisant les éléments de l'ADOM et la possibilité d'être pris en charge, en dépit qu'ils soient très nombreux en métropole, la situation des jeunes qui sont en situation sur le territoire crée une dynamique de précarité extrêmement importante à Mayotte, et ce point... Alors, excusez-moi, ça aurait dû être activé, mais je vous ai fait ce graphique qui est un peu confus quand on le voit comme ça. À droite, vous avez la Martinique et vous avez le creux dans le premier carré qui est le départ des jeunes. À gauche, vous avez l'exemple de la Guyane qui est au contraire l'arrivée au même âge de populations immigrées. Qui est la raison avec ce jeu. Pardon. Gauche, droite. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit l'inverse. J'ai dit l'inverse, excusez-moi. Non, excusez-moi. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est les petits cercles qui sont en dessous. Excusez-moi, mais j'avais prévu de le faire autrement. La conséquence de cela, c'est que la dynamique qui anime les enjeux démographiques en Guyane comme à Mayotte, c'est une dynamique non seulement de croissance importante de la population, mais de recomposition interne de la population, avec une part de plus en plus importante de population étrangère qui s'installe dans le territoire. Si vous regardez le graphique, vous avez 75% en gros de la population vivant aux Antilles âgée de 18 à 79 ans, ça en 2010, qui sont des natifs des Antilles, dont les deux parents sont nés aux Antilles. Vous avez ensuite, alors je ne détaille pas de ceux dont un seul parent est né aux Antilles, ceux qui sont les originaires, j'appelle originaires, des personnes qui sont nées en métropole, de parents nés aux Antilles, qui étaient des migrants en métropole et qui sont revenus avec leurs parents aux Antilles. Mais ça n'est pas la fréquence générale. On les appelle, nous, dans notre enquête, les originaires des Antilles. Mais ce qui est à garder comme élément là-dessus, c'est que sur la population antillaise, vous avez seulement 4% de population étrangère qui était installée en Guadeloupe et en Martinique il y a 10 ans, contre 45% de population étrangère qui sont installées en Guyane. La situation est à peu près la même à Mayotte. Donc vous avez là quelque chose qui est une dynamique démographique qui, du côté des Antilles, se traduit par une réduction et un vieillissement de la population, une situation d'immigration, c'est-à-dire l'inverse en Guyane et à Mayotte, qui se traduit par une croissance importante de la population, mais une sorte de recomposition interne de la population. Et donc, on a là des choses qui font que la question des étrangers, la question du devenir des enfants d'étrangers, ne se pose absolument pas dans les mêmes termes,
ne pose absolument pas les mêmes questions, ne soulève absolument pas les mêmes enjeux que je réfléchisse à une situation antillaise, que je réfléchisse à une situation guyanaise, une situation mahoraise. Et voilà donc Mayotte, qui est le lieu de dynamique extrêmement prononcée, où se croisent des jeunes qui quittent le territoire pour s'installer en métropole pour des études et qui peuvent y revenir. Les natifs de retour, ce sont ceux qui sont partis antérieurement et qui reviennent sur le territoire. Et vous avez surtout la part de ceux qui n'ont jamais migré, qui n'ont jamais quitté le territoire natif de Mayotte, c'est seulement 23%. C'est tout à fait infime par rapport à ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe. Mais à l'inverse, vous avez 47% en 2015 de personnes vivantes à Mayotte qui sont non natifs de Mayotte, principalement des populations étrangères, principalement d'origine comorienne, principalement d'origine d'Anjois. Et tous les débats que vous avez aujourd'hui sur la situation mahoraise et les difficultés particulières sont liés à cette dynamique extrêmement importante, d'autant que dans ce contexte-là, on a des taux de natalité qui sont également très élevés et des niveaux de précarité qui sont également extrêmement élevés. Cela se traduit par une croissance démographique et une densification extrêmement forte de la situation de Mayotte. Nous sommes avec une concentration en particulier dans les communes proches de la capitale Mamoudzou. On est globalement à 600 habitants au mètre carré à Mayotte, mais ça n'est rien à côté de situations très particulières de certaines communes de Mayotte qui créent des conditions de vie et des conditions d'éducation et de prise en charge des enfants qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on peut avoir en Martinique et en Guadeloupe. Alors non, je vais passer ce graphique. Alors, je suis désolé, ça ne marche pas bien. J'avais là ce graphique qui était de vous montrer la contribution des mères comoriennes à l'augmentation continue des naissances. Si vous regardez sur l'année 2011, si ma vue est bonne d'ici, on a plus de 10 000 naissances dans l'année 2021, et vous voyez que l'essentiel de ces naissances sont des naissances de mères comoriennes. Donc, vous avez par rapport à ça un nombre croissant d'enfants qui naissent à Mayotte depuis ces 10 ou 15 dernières années, dont un des parents au moins, je dis bien un des parents au moins, principalement la mère, est étrangère, principalement comorienne, principalement anjouanaise. Une grande partie, c'est la partie vert foncé et vert pâle. Vert foncé, c'est les deux parents sont étrangers. Et vous voyez que il y a une croissance entre 2014 et 2019. La partie un peu plus claire du grisé, ce sont les enfants dont au moins un des parents est né à l'étranger, principalement aux Comores, principalement la mère. C'est cet enjeu-là autour duquel se joue aujourd'hui la question du code de la nationalité, qui vise concrètement à une situation où le droit du sol, pour ces enfants qui sont nés sur le territoire français, sont mis en cause d'une certaine manière sur la légitimité de leur appartenance à la communauté nationale. Cet élément de croisement entre une dynamique de natalité consécutive à une dynamique d'immigration, consécutive à une situation de peuplement, consécutive à une recomposition de la population native vivante à Mayotte entre natifs et non natifs, c'est elle qui crée des situations de violence, de précarité exacerbée et qui nous amène aujourd'hui avec un enjeu juridique de type constitutionnel. J'attire votre attention, ce sont les enfants de Mayotte. Que deviendront-ils dans les 15 à 10 ans qui viennent, 10 à 15 ans qui viennent? Bon, ça c'est sur la nationalité des parents, je vous l'ai indiqué, et vous voyez effectivement que si je compare la Guyane et Mayotte, on a une différenciation très nette sur la nationalité des parents. On a une part importante de nationalité étrangère, mais une part importante de cette nationalité étrangère d'enfants qui sont nés sur le territoire. Donc, quel est l'enjeu politique, économique et social de cette situation contrastée entre une chute de natalité qui risque de conduire à un vieillissement accéléré de la population des Antilles d'un côté, et les enjeux de parentalité qui s'y attachent, les changements de comportement en termes de fécondité, les modalités de construction de la famille dans cette réalité particulière, ça d'un côté, de l'autre, dans l'océan Indien, à l'autre extrême, si je puis dire, la situation de Mayotte, avec une situation d'immigration extrêmement importante,
de natalité en proportion nettement plus importante, un nombre grandissant d'enfants nés sur le territoire, qui non seulement sont dans une situation de précarité en termes de scolarité, on verra tout à l'heure là-dessus, mais sont dans un devenir qui est avec un énorme point d'interrogation, et c'est une question sur laquelle j'aimerais beaucoup attirer votre attention. La conséquence pratique, si vous voulez, c'est des scolarisations qui sont plus courtes, qui sont moins précoces comparées à celles des Antilles, à Mayotte et en Guyane, principalement à Mayotte, et des sorties de l'appareil scolaire également plus rapides pour les enfants mahorais, qui se traduit par, dans les résultats de 2019, par une part importante de jeunes de ces territoires, des DOM en général, spécifiquement pour les deux dont je vous ai parlé plus précisément, d'enfants qui sont en difficulté de lecture, voire même qui sont dans une situation d'illettrisme. Donc on a là quelque chose qui se dessine de la naissance à la scolarité, à la sortie de la scolarité sans moyens et avec un doute pour certains sur leur appartenance à la société dans laquelle ils sont nés, qui constitue une configuration qui marque la spécificité mahoraise, qui commence à se faire ressentir de la même manière, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, ça commence à se faire sentir de la même manière en Guyane, mais qui n'a rien à voir d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, s'il n'a rien à voir avec ce qui se joue en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion. Dans la scolarisation, et je peux faire la même chose pour Mayotte, je vous donne ici une carte qui montre non seulement les inégalités globales que je vous ai indiquées, mais à l'intérieur de ces inégalités globales qui touchent la Guyane, vous avez des inégalités internes en fonction du territoire sur lequel les enfants sont nés. Je n'ai pas du tout dit un mot, parce que l'enquête en question ne prend pas en compte cette population pour des questions de difficulté d'enquête. Je n'ai rien dit des populations dites de l'intérieur, qui sont aussi un enjeu important, dont la jeunesse aujourd'hui est en situation elle-même aussi de forte précarité. L'enquête que nous avons faite ne dit rien de cette population, mais j'attire quand même votre attention sur leurs éléments. Et vous voyez donc que vous avez une situation de non-scolarisation qui varie énormément selon le territoire où on se trouve. Et le territoire principalement du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est le territoire sur lequel se trouve une grande partie des étrangers, qui signifie qu'une grande partie des enfants qui sont dans cette situation de non-scolarisation sont les enfants, principalement les étrangers, qui viennent principalement du Suriname. Dans ce schéma général, la protection sociale joue un rôle extrêmement important, en particulier pour les familles monoparentales, mais en dépit de cet apport significatif de la protection sociale, il ne suffit pas cet apport à réduire les inégalités et le taux de pauvreté que nous avons dans ces territoires. Merci. Ben écoutez, merci vraiment pour la précision des données qui ont été fournies. Et c'est vrai que ça nous éclaire déjà extrêmement. Juste Madame la directrice, j'ai promis, une fois que la nouvelle enquête qui est en cours, qui va nous dire, en gros, ça c'était en 2010, qu'est-ce qu'est la situation de 2020, qui en gros annonce les 10 ans qui viennent, parce que ce que je vous dis là, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais ça a été fait il y a 10 ans. Quand les données seront prêtes, je vous ferai un petit rapport sur la mise à jour de ce que je viens de vous indiquer. Donc merci vraiment, Monsieur Marie, parce que ces données déjà nous éclairent et on voit certaines spécificités et certains traits se dégager. Et les chiffres que vous avez donnés sont extrêmement précis et nous donnent déjà des orientations de travaux. Je vais immédiatement céder la parole au trio. Monsieur Michel Villac, pardon, je veux dire Valac à chaque fois. Villac. Voilà, Madame Laurence Rioux et Madame Camille Chasseran. C'est à vous la parole. Vous vous organisez comme vous le souhaitez, Monsieur et Mesdames. Et on vous laisse tout de suite. Si vous avez une projection, bien entendu, vous la passez également. J'espère que ça va. La dernière diapo de Claude, s'il vous plaît. Vous pouvez gérer vous-même. Allez-y. Après, à vous, Monsieur Villac. Villac. Bien un village, une villa. Très bien. Alors, vous branchez votre micro peut-être et puis moi je coupe le mien. Voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir invités. Je voulais commencer par la dernière diapositive que vous a présentée Claude, en vous demandant de regarder la dernière colonne en haut, qui est la part des personnes couvertes
par la sécurité sociale en pourcentage de la population. Et pour attirer votre attention sur un élément, le fait que dans, disons, les 4 départements régions anciens, on a une part de la population couverte par la sécurité sociale qui est supérieure à celle que l'on trouve dans l'Hexagone, et ceci tient au niveau de vie, aux revenus limités de la population. Par contre, la situation à Mayotte, où, je vous le rappelle, le niveau de vie à Mayotte est 1/6 de celui qu'on a dans l'Hexagone. Donc un écart de niveau de vie médian qui est extrêmement important, et pourtant, seul 1/3 de la population est couverte par les prestations familiales et sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dispositions qui sont prises dans le Code de la sécurité sociale, et notamment sur les types de prestations familiales et sociales, beaucoup plus restrictives, font que, bien que les besoins soient très importants, il n'y a qu'une part très minoritaire de la population qui bénéficie des aides de la protection sociale de ce point de vue-là. Donc je voulais commencer par insister là-dessus. Ensuite, donc je vais repasser. Alors, donc sur le rapport que nous avons fait, il y a eu 3 rapports faits par le Haut Conseil, puisque le Haut Conseil a 3 conseils en fait en son sein. Le Conseil de la famille, je vais vous présenter ce que nous avons fait. Vous avez eu 2 autres rapports, un qui a été fait par le Conseil de l'âge, plutôt sur les questions forcément de la dépendance et limité aux départements les plus âgés, c'est-à-dire Antilles et Réunion, et un rapport sur l'enfance, plutôt sur les questions de santé, qui a été fait par le Conseil de l'enfance, et là plutôt sur Mayotte, Guyane, je sais plus, et la Réunion. Bon, donc nous nous sommes appuyés pour notre travail d'abord sur un rapport excellent qu'on fait pour nous, Claude Valentin-Marie ici présent et Robin Antoine. Et donc le début de ma présentation, je vais le passer très vite puisque c'est bien moins dit qu'il ne l'a fait, une synthèse de ce qu'il vous a dit. Donc situation démographique contrastée, question des migrations avec les natures différentes des flux entre les Antilles d'un côté, Guyane et Mayotte d'autre part, des structures familiales spécifiques avec la question des familles monoparentales, un nombre important de personnes seules, ainsi de suite, et puis modèle particulier de monoparentalité. Je vais vite là-dessus sur les tailles de famille puisqu'il vous l'a indiqué. La question des grossesses adolescentes plus fréquentes, mais concentrées aujourd'hui dans certains territoires, et de même des IVG plus fréquents, des problématiques de violence intrafamiliale plus importantes, et puis des conditions de logement très précaires pour une partie de la population à Mayotte et en Guyane, qu'on ne trouve pas dans les autres. Un taux de pauvreté élevé, plus élevé que dans l'Hexagone, et avec, de ce point de vue-là, 2 départements qui ressortent, Mayotte d'une part, je vous l'ai dit, et la Guyane à un degré moindre, des inégalités de niveau de vie extrêmement importantes, et puis donc un niveau de vie plus faible, confronté à des prix qui sont en moyenne plus élevés. Et donc une situation d'autant plus tendue en termes de pouvoir d'achat. Des difficultés importantes pour les jeunes en matière d'emploi et de formation, des taux d'emploi plus faibles qu'en métropole, particulièrement Mayotte et Guyane. Et puis, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les conditions de logement, avec notamment à Mayotte une part importante d'habitat de fortune, en gros de bidonville, on va le dire comme ça. Alors, par rapport à cela, que peut-on dire des politiques menées? Et ensuite, je viendrai sur les propositions du Haut Conseil. Sur les politiques menées, en gros, on a observé au cours du temps une tension entre, d'un côté,
une volonté, une demande forte d'harmonisation des prestations avec la métropole. Et deuxièmement, le fait de maintenir des réglementations spécifiques justifiées en principe par les situations locales particulières, mais on y reviendra, particulièrement à Mayotte. Et ça, je vais insister sur ce point-là. Concernant les prestations familiales, ce que l'on peut dire, c'est que du côté des 4 DROM historiques, le mouvement vers l'alignement des prestations dans les DROM concernés et l'Hexagone a été conduit au cours du temps. En gros, on était parti d'une situation dans laquelle la logique était celle d'une parité sociale globale, c'est-à-dire que les prestations étaient moins élevées, mais en contrepartie, il y avait des crédits d'action sociale, ainsi de suite, qui permettaient de développer des politiques complémentaires. On est allé vers une égalisation qui n'est pas totale. Je vous indiquerai les points de différence qui restent. Par contre, ce mouvement, on peut considérer qu'il n'a pas du tout été engagé en ce qui concerne Mayotte, qu'il reste beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Alors, sur les prestations légales, dans les 4 DROM historiques, donc les prestations familiales sont identiques, sauf des allocations familiales au premier enfant, qui correspondent à 24,39 € par mois en 2021. Et puis deuxième différence importante, et j'y reviendrai, c'est le complément familial. Le complément familial qui n'a rien à voir avec celui que l'on trouve dans l'Hexagone. En gros, la vocation du complément familial dans l'Hexagone, c'est une prestation qui s'adresse aux familles qui ont au moins 3 enfants et qui ont un revenu modeste, et donc qui leur permet de compléter leur niveau de vie. En prenant la suite de ce côté-là de la prestation d'accueil du jeune enfant. Là, on a des conditions, des clauses qui sont totalement différentes. On ne s'intéresse plus du tout aux familles d'au moins 3 enfants ayant un niveau de vie modeste. Par contre, il est versé pour les familles ayant 1 ou plusieurs enfants entre 3 et 5 ans, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de continuité par rapport à dans le temps. Quand vous avez une nouvelle naissance, le complément familial s'arrête. Bon, donc un complément familial qui est de nature très différente, qui correspond. Pourquoi cette différence? Si on essaie de l'interpréter, c'est l'idée. On ne veut pas encourager la natalité, donc on ne veut pas donner de prestations supplémentaires aux familles ayant 3 enfants ou moins. Claude vous a indiqué l'évolution de la fécondité, de la taille des familles. Cet argument n'a plus de poids, si je peux dire. Et puis d'un autre côté, les prestations familiales ont vocation à aider les familles pour l'éducation des enfants. Il n'y a aucune raison de penser qu'un enfant, parce qu'il vit dans un département région d'outre-mer, bénéficierait d'une aide moindre de la part de la collectivité que celle dont il bénéficie quand il est dans l'Hexagone. Deuxièmement, les prestations de solidarité, RSA notamment, sont identiques, avec en plus une prestation, mais qui concerne très peu de monde, qui s'appelle le revenu de solidarité, le RSO, qui concerne les bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, âgés de 55 à 64 ans, qui s'engagent à quitter le marché du travail, mais ça concerne très peu de monde. Et puis, les aides au logement elles-mêmes, qui sont un outil important pour aider les familles modestes, sont différentes. La situation à Mayotte n'a rien à voir. À Mayotte, en fait, seules les allocations familiales pour 2 enfants non modulées sont identiques à celles que l'on trouve en métropole. Et puis, il y a 2 prestations très spécifiques pour les enfants handicapés notamment, qui sont identiques. Tout le reste est différent. Il y a des prestations qui ne sont pas servies,
l'allocation de soutien familial là, qui est destinée aux mères seules, la prestation d'accueil du jeune enfant, qui est quand même une des prestations en termes de masse les plus importantes en métropole, et le RSO qui n'existe pas à Mayotte. Il y a quelques prestations qui ne sont pas encore servies, mais qui devraient être intégrées, là, je ne sais pas si c'est déjà le cas ou dans les mois qui viennent. C'est le congé mode de garde qui aide les personnes qui donnent leur enfant à garder par une assistante maternelle, et le congé paternité et d'accueil d'enfants. Et puis, il y a toute une série de prestations qui ont des conditions ou des montants spécifiques. Il y a les allocations familiales pour le premier enfant, identiques à celles des autres départements. Les allocations familiales à partir du troisième enfant sont à un montant moindre de celui que l'on trouve ailleurs. Le complément familial, l'ARS, le RSA, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé et les aides au logement sont aussi avec des conditions spécifiques et nettement moins favorables que celles que l'on trouve dans l'Hexagone. Ceci explique les 32%, enfin le fait qu'il y ait simplement un tiers de la population qui bénéficie de prestations familiales ou sociales, notamment pour une raison, c'est que malgré le taux de pauvreté important, le RSA n'est pas du tout aux mêmes conditions que celles que l'on trouve ailleurs, ce qui peut se discuter. Enfin, il n'y a pas de... Bon. Alors, un profil des bénéficiaires qui est marqué par le poids de la pauvreté et les conditions d'attribution des différentes prestations. Donc, je vous ai montré sur les taux de couverture. Les allocataires à bas revenus sont beaucoup plus dépendants de ce qu'ils perçoivent de la part des caisses d'allocation familiale qu'ils ne le sont en métropole, du fait de la pauvreté. Une part importante de la population qui est couverte par le RSA, ce qui explique des taux de couverture plus importants dans les autres départements, mais pas à Mayotte. Et puis un profil spécifique pour les dépenses de prestations familiales liées à la spécificité des conditions d'attribution dans les différents départements. En ce qui concerne l'action sociale, qui est le complément à l'initiative des caisses d'allocation familiale, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a eu progressivement une trajectoire de convergence, là aussi, entre les orientations des politiques d'action sociale menées dans les 4 DROM historiques et celles menées en métropole avec des structures de dépenses comparables. Un point qui fait l'objet d'attention forte, c'est la question de l'accueil du jeune enfant, dans lequel là l'offre est nettement inférieure à celle que l'on peut trouver en métropole, et des grandes différences en termes d'aide sociale à l'enfance. Et puis une situation toujours hors norme pour Mayotte. Donc par rapport à ce constat, quelles sont les propositions faites par le Haut Conseil derrière une priorité générale qui est l'idée qu'on ne peut pas, si l'on considère qu'il s'agit de départements à l'égal des autres, et il n'y a pas de raison de penser différemment, on ne pourra avancer qu'avec un investissement important pour réduire les écarts avec la métropole. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas les prestations sociales et familiales qui permettront massivement de faire évoluer les problèmes structurels de différence entre conditions et niveau de vie que l'on trouve dans les DROM par rapport à l'Hexagone. Il faut, mais ça c'est pas de notre ressort, bien évidemment, les aspects développement économique, éducation et formation et logement sont tout à fait prioritaires et primordiaux. Et donc, ceci nécessite, c'est pas de notre ressort, mais que la collectivité
décide d'investir fortement pour essayer de rétablir un tant soit peu les équilibres. Sinon, les raisons qui expliquent les déséquilibres que vous a indiqué Claude tout à l'heure, notamment liés aux phénomènes migratoires, toutes les conséquences qu'ils ont, resteront pérennes et en maintenant leurs conséquences. Et puis, bien entendu, il y a la question de l'immigration, et notamment Mayotte et Guyane, comme Claude vous l'a indiqué. La position qu'a prise le Haut Conseil est de dire les enfants mineurs, il n'y a pas, d'après la Convention internationale des droits de l'enfant, on ne peut pas considérer, et on n'a pas le droit de considérer, que des enfants mineurs sont en situation illégale. Et donc, les responsabilités de notre collectivité vis-à-vis des enfants mineurs qui vivent dans ces territoires doivent être les mêmes, quelles que soient leurs conditions de vie, leur origine familiale et notamment sur un point qui est tout à fait clé, qui est la question de l'accès à l'éducation. Ce que l'on sait, par exemple, Claude l'a montré sur la Guyane, mais ce que l'on sait, par exemple, sur Mayotte, c'est qu'il y a deux très grandes difficultés, et c'est probablement un euphémisme, pour les mineurs non accompagnés, pour pouvoir s'inscrire à l'école. Et donc, ceci conduit à ce que vous avez des bandes inorganisées, ou organisées entre eux, de jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas pris en main par la collectivité, qui font ce qu'ils peuvent. Et donc, on se crée en même temps un peu des bombes à retardement de ce côté-là, que l'on subit déjà aujourd'hui et que l'on subira à terme, parce que la probabilité que, passé à l'âge adulte, ces enfants repartent est relativement limitée. Et donc, il nous paraît important sur ce sujet-là que la collectivité assume ses responsabilités vis-à-vis de l'ensemble des enfants, quelle que soit leur situation. Alors, les propositions du Haut Conseil, première, c'est verser les mêmes prestations familiales aux familles, quel que soit le territoire où elles habitent. Donc, et notamment pour nous, la priorité, c'est les compléments familiales, qui est vraiment la prestation qui aide les familles à partir de 3 enfants, qui est vraiment une prestation de niveau de vie extrêmement importante. Il est important qu'elle puisse être attribuée dans les mêmes conditions que ce qu'elle est dans l'Hexagone. Concernant Mayotte, vous voyez qu'on est très très loin. Alors, il y a des engagements qui ont été pris de convergence, mais on n'a pas, et notamment vis-à-vis de la population, de calendrier ferme, précis, indiquant voilà ce que l'on va faire, dans quel délai, de quelle manière on va progresser. La première proposition est de dire qu'il faut un engagement beaucoup plus précis sur le calendrier de convergence et notamment sur la convergence concernant les prestations familiales, avec en priorité l'allocation de base de la PAJE, les allocations familiales et le complément familial, en demandant un chemin très rapide vers la situation des autres départements. Et ce calendrier doit préciser les modalités de convergence pour les autres prestations sociales. On comprend bien que, notamment compte tenu des écarts de niveau de vie, aligner par exemple le RSA à Mayotte sur celui qui existe en métropole n'aurait pas de sens. Par contre, conserver en tête l'idée de parité sociale globale, c'est une autre affaire. C'est-à-dire dire, OK, on ne verse pas des prestations à ce niveau-là, mais les habitants du territoire ont droit à ce titre-là à un certain nombre de mesures qui vont venir en termes d'action sociale, d'investissement ici ou de là, pour faire que les
le territoire soit aidé dans des conditions comparables à ce que le sont les autres territoires de la République. Un point important pour nous, c'est celui de faire rentrer Mayotte dans le droit commun, et en particulier un point sur lequel on a insisté plusieurs fois, c'est que toutes les dispositions en termes notamment de prestations familiales prises concernant Mayotte sont prises par ordonnance. Elles sont prises par ordonnance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une autorisation en général très vague qui est donnée au gouvernement de pouvoir traiter par ordonnance, et ensuite il n'y a aucune discussion au Parlement sur la légitimité, la justification ou pas de maintenir un mode de traitement différent pour telle ou telle prestation dans tel ou tel territoire par rapport à ce qui existe dans l'Hexagone. Et pour nous, ça nous paraît une question fondamentale, sinon c'est l'administration qui décide ce qu'elle veut en fonction de ses impératifs. Et donc, il nous paraît fondamental d'insister sur ce point-là, c'est qu'il faut sortir, notamment pour Mayotte, de la réglementation par ordonnance. Et donc, toute disposition de nature législative doit être prise après examen par le Parlement, en évitant le recours par des ordonnances. Et puis, il y a une particularité qui nous a notamment choqués, c'est que le régime général de sécurité sociale s'applique partout, sauf Mayotte a un régime autonome. Un régime autonome, et donc, si vous voulez demander au régime autonome de Mayotte d'être équilibré, c'est se moquer du monde. Hein. Et donc, si vous voulez, on ne demande pas à la Lozère, aux Pyrénées-Atlantiques ou à d'autres départements d'avoir un équilibre entre les recettes et les dépenses. On sait bien qu'il y a une mutualisation qui est faite sur l'ensemble du territoire, et donc, pour nous, il est important que Mayotte rentre dans le cadre du régime général de sécurité sociale qui couvre tout le monde. Pour nous, un des points qui n'est pas symbolique, qui est tout à fait important pour les enfants, c'est le sujet de l'accès à un repas chaud au moins à midi. Alors, il y a en principe une prestation qui existe dans les DROM qui s'appelle la prestation d'aide à la restauration scolaire, donc qui est une aide qui est versée aux communes, mais il faut avoir accès à la restauration scolaire. Et donc tous les gamins qui sont soit dans des communes où il n'y a pas d'offre en la matière, soit qui sont dans des systèmes, on trouve ça dans certaines communes, j'ai en tête par exemple, c'est probablement pas le seul exemple, quand Saint-Laurent-du-Maroni, où ils ont comme ils ont un problème de capacité scolaire pour accueillir tous les enfants, on a un principe de demi-journée. C'est-à-dire, une moitié des enfants sont scolarisés le matin, l'autre moitié l'après-midi. Et entre les deux, il n'y a pas de cantine. Voilà. Donc, il est important que tous les enfants puissent avoir accès à un repas chaud et pas simplement à une collation, c'est-à-dire c'est un petit bout de pain et une pomme ou quelque chose comme ça, mais puissent avoir accès au moins à un repas chaud une fois par jour. Et que donc des dispositions soient prises en la matière et éventuellement en mettant en place des dispositions alternatives là où il n'y a pas de service de restauration scolaire. Bon, le logement n'est pas dans notre cœur de chauffe, mais on est obligé, c'est un point tout à fait fondamental pour les familles, savoir les conditions de logement, et on ne peut pas continuer à laisser subsister. Alors c'est très inégal selon les départements, c'est massif à Mayotte, c'est très important en Guyane, ça l'est beaucoup moins. Ça l'est moins dans les autres départements, à l'exception de certains quartiers, mais il faut vraiment qu'il y ait un investissement très important qui soit fait en matière de résorption de l'habitat insalubre. Il y a des rapports tout à fait documentés en la matière qui n'ont donné lieu qu'à des mises en œuvre extrêmement limitées. Et puis il y a la question du déploiement de l'aide personnalisée au logement dans les 5 DROM.
Parmi les autres propositions, il y a l'idée de développer des programmes d'accompagnement à la parentalité, orientés notamment là où c'est nécessaire vers la prévention des grossesses précoces et des grossesses non désirées. Il y a la question du non-recours aux prestations, qui est assez importante et qui tient notamment soit au fait que les populations soit ne connaissent pas l'existence de telle ou telle prestation, soit sont trop éloignées pour pouvoir la demander. Et il y a la question de la scolarisation, donc sur laquelle j'insistais tout à l'heure, notamment sur la Guyane et encore plus sur Mayotte. Voilà ce que je pouvais avoir à vous présenter en complément du panorama que vous a tracé Claude Valentin-Marie. Merci beaucoup, mesdames. Peut-être vous souhaitez compléter? Non. Monsieur Villac a dit tout ce que nous... Monsieur Villac a été... Elles m'ont mandaté pour parler en leur nom, mais elles sont plus compétentes que moi en général pour répondre aux questions que vous allez poser. Bon, puisque nous avions une tribune paritaire, j'en profitais pour donner la parole aux femmes également, chers messieurs. Bon, bah écoutez, si vous souhaitez, vous préférez répondre aux questions à la fois des rapporteurs et des membres des délégations présents, on va immédiatement passer aux questions et sans plus tarder, sauf si Stéphane, qui est en visio avec nous, souhaite d'ores et déjà intervenir, on va passer aux questions des deux rapporteurs, sinon présents en séance. À toi, Stéphane. Je te remercie, Présidente. Merci de la qualité de vos interventions. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, Monsieur Villac. Il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé en l'occurrence, mais je laisserai la parole aux autres rapporteurs. Et puis ça nous permet de mieux cerner un petit peu l'objet du rapport sur le non-recours aux prestations, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle et je me questionne de savoir si il y a des associations d'accompagnement à la parentalité sont suffisamment impliquées ou implantées en Outre-mer. Je sais qu'il y a des projets qui ont lieu dans certains territoires, mais pas dans tous. Et de votre point de vue, les uns et les autres, est-ce que vous pensez qu'on devrait nous favoriser et de quelle manière on pourrait favoriser l'accompagnement à la parentalité sur une meilleure connaissance effectivement des dispositifs? Alors s'il relève des CAF, évidemment, les CAF font certainement des actions, mais peut-être au sens plus large, le secteur associatif est également peut-être une voie d'entrée sur l'accompagnement à la parentalité. Donc c'est un questionnement que je vous livre dès maintenant et je laisse la parole, chère Présidente, aux autres rapporteurs et à toi-même, bien évidemment. Merci, Monsieur le Président. Donc, peut-être que si vous pouvez noter les questions, parce que sinon on arrive souvent à plusieurs questions qui sont un petit peu identiques. Donc, ce que je propose, c'est qu'on laisse intervenir les deux rapporteurs en séance, Elsa Chac et Victoire Jasmin, et peut-être qu'on prendra toutes les questions si elles ne sont pas trop nombreuses pour que vous puissiez ensuite, mesdames et messieurs, répondre à toutes ces questions. Donc, je vous propose de noter les interrogations et que vous répartirez en fonction de vos sujets de prédilection ou de compétences particulières. Donc, qui démarre au niveau de Victoire? Allez, Victoire Jasmin, rapporteur, Madame la rapporteure. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez déjà donné comme information et vraiment, je crois que ce n'est probablement pas exhaustif, mais cependant, je retrouve dans vos différentes interventions la vraie vie des territoires que je connais, la Guadeloupe en particulier. Mais pour avoir été avec la sénatrice de la Guyane, en Guyane et à Saint-Laurent-du-Maroni sur une mission qui avait été commencée par nos collègues Sigoulouti et Karam, moi, en fait, je ne connais pas totalement ce qui se passe en Guyane, mais nous avions travaillé sur cette problématique et nous avons vu aussi, parce que nous nous sommes déplacés à Saint-Laurent. Pour Mayotte, je viendrai sur la Guadeloupe évidemment, mais pour Mayotte, ça reflète évidemment les travaux qui ont été initiés et les préoccupations de notre collègue Tani Mohamed Swali, qui a eu l'occasion de faire légiférer justement sur le droit du sol, mais qui a très souvent interpellé l'ensemble de l'Assemblée sur les difficultés et les problématiques et leurs conséquences sur Mayotte. Et nous avons récemment, lors du congrès des maires de France, à la première table ronde de l'Association des maires de France pour les Outre-mer, il y a eu un débat
Et la députée une des députées, en tout cas, de Mayotte, a lancé un cri d'alarme face à ce qui était en train de se passer, face à la violence, et les liens étaient faits directement avec ces préoccupations, en tout cas, et tout ce que vous venez d'évoquer. Donc, tout cela pour vous dire que, en tant que parlementaire, je suis très impliquée aussi en Guadeloupe, au niveau associatif, et ce que vous avez dit reflète également la situation de la non-reconnaissance des enfants et de leur identité. Ça a même fait l'objet d'un ouvrage récent sur cette situation et leurs conséquences sur les enfants eux-mêmes au niveau psychologique. Les conséquences également à la limite, je pense, depuis le Blumidome jusqu'à aujourd'hui, des départs massifs de personnes pour venir travailler, là, vous l'avez dit également, ici dans l'Hexagone, et les difficultés aujourd'hui que nous rencontrons, à la fois par rapport au départ massif de la jeunesse, et notre collègue qu'on a fait un travail aussi sur ça avec son association, mais en Guadeloupe aussi, mais les retombées ne sont pas forcément, pour le moment, importantes. Donc, ce sont des sujets qui sont préoccupants, et je tiens à remercier Madame la Présidente de la délégation des droits des femmes et le président de la délégation Outre-mer pour le choix de cette action. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, dimanche matin, j'ai eu l'occasion de le dire également au président Gérard Larcher, qui était de passage en Guadeloupe, et le cri d'alarme, je dirais, l'alerte même du maire de la ville de Pointe-à-Pitre m'a permis justement d'évoquer les travaux que nous allions commencer et que nous débutons aujourd'hui. Donc c'est important. Moi je suis formée en santé publique et aussi j'ai été cadre de santé au niveau professionnel. Donc je me suis toujours intéressée aux problématiques liées à la santé à tous les niveaux, et j'ai été présidente de fédération de parents d'élèves. Je suis mère de 3 enfants, et le schéma, en fait, pas le schéma, mais la petite illustration de Monsieur Marie, ça m'a fait penser aussi à ma famille, parce qu'on est 7 enfants. Et aucun des 7 de ma famille, en fait, ma mère a eu, mes parents ont eu 7 enfants, mais eh bien, personne n'est arrivé à 7 chez moi, dans ma famille, dans mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, c'est pas un manque de courage. Et puis, peut-être que, bon, nos conditions de vie et puis notre façon d'appréhender les choses nous a permis quand même de prendre conscience que, bon, à l'époque de nos parents, ils n'avaient pas tous les moyens que nous avions. Donc, mais cela pose de vrais sujets, de vrais problèmes aussi au niveau économique. Au niveau du logement, il y a eu un débat récent sur le logement au Sénat, sur le logement en Outre-mer. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Et moi, je souhaiterais vraiment que pour ce qui nous concerne, et sur cette problématique en particulier, que nous puissions, d'une part, bénéficier des apports qui sont les vôtres, parce que vous avez non seulement l'expertise, mais vous avez des données qui nous permettent évidemment de bien prendre conscience, nous et nos collègues, parce que moi qui suis de la Guadeloupe, je vois ce qui se passe et je vois qu'il y a une grande corrélation entre ce que vous venez de nous évoquer et ce que vous nous présentiez et la vie de tous les jours. Mais les conséquences aussi, on les voit parce qu'on est dessus. Donc moi, ce que je vais vous poser comme question, il y a eu un certain nombre de dispositifs, même si, hormis le fait qu'il y ait des disparités, et là nous le disons souvent ici, ce n'est pas forcément bien compris ou perçu par nos collègues quand nous les évoquons, certaines disparités, mais avec les politiques publiques, on a quand même pu avoir les réseaux d'écoute, d'appui à l'accompagnement des parents. On a eu un certain nombre de dispositifs et d'accompagnement avec les travailleurs sociaux. Alors pourquoi, justement, nous en sommes là? Il y a également la formation. La formation, nous l'évoquons également, la mise en adéquation des formations par rapport aux besoins des territoires. Pourquoi nos étudiants sont encore obligés de partir alors qu'à l'université, il y a quand même un certain nombre de dispositions un peu partout sur les différents territoires qui sont quand même, on dit ultramarins, mais qui sont répartis sur 2 parties différentes de la planète, je dirais. Et nous ne sommes pas très, très proches. Il y a de grandes disparités dans l'approche, et vous l'avez dit, M. Marie, ainsi que vous aussi, M. Villac. Sur chacun des territoires, il y a quand même des particularités.
Donc, trouver les éléments qui nous permettraient de prendre les meilleures options possibles pour changer les tendances, tant au niveau du taux de naissance, accompagner différemment, parce que beaucoup de jeunes, il faut dire également qu'il y a des jeunes qui sont victimes aussi, leurs parents ou leurs mères, en tout cas, ont été victimes de traitements qui n'ont pas facilité le fait qu'elles puissent elles-mêmes procréer. Beaucoup de jeunes en âge de procréer n'ont pas pu procréer sur certaines générations parce qu'il y a eu, à un moment donné, que ce soit avec la thalidomide, on a eu un certain nombre de conséquences. Et on le voit aujourd'hui. Et chez nous, alors, il y a les situations extrêmes parce qu'il y a des taux d'IVG importants. Très important. Il y a eu des données récentes qui ont été publiées, donc ce n'est pas glorieux non plus. Mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes familles, d'hommes en fait, de couples, qui souhaitent avoir des enfants et qui n'ont pas sur le territoire, qui n'ont pas sur place sur le territoire les possibilités justement de bénéficier des mesures qui pourraient leur être proposées. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que les modes de garde, il y a des difficultés. On ne trouve pas autant de crèches et de garderies, que ce soit au niveau communal ou même privé. Les normes, celles qui existaient, les normes ont changé. Il y a beaucoup de difficultés de mode de garde. Il y a également les raisons économiques et en même temps... ces raisons économiques, on ne peut pas tout excuser parce qu'en Guadeloupe, vous avez parlé par exemple pour Mayotte et pour la Guyane de l'immigration, mais il y a aussi au niveau de la communauté haïtienne, chez nous, il y a des naissances également. Donc là, je ne sais pas si vous avez des données concernant notre territoire sur le nombre de naissances de femmes haïtiennes ou de dominicaines ou de dominiquaises sur nos territoires qui sont quand même aussi présentes. Donc peut-être que ça ne représente pas les mêmes taux. Et enfin, la dernière des choses, c'est aussi le niveau. Alors, vous parlez du niveau économique, donc il y a effectivement les différentes aides sociales, mais aussi l'emploi, parce qu'il y a de forts taux de chômage chez nous et certains de nos jeunes partent pour faire des études, ils font les mêmes études que nos enfants et des familles, les jeunes de l'Hexagone, sont dans les mêmes universités, mais au moment du retour à l'emploi ou de revenir sur les territoires, eh bien, les postes ne leur sont pas forcément mis à disposition. Ils ne bénéficient pas de certains postes auxquels ils pourraient prétendre. Donc, je m'arrête à ce stade. Donc, ce sont aussi ces questions-là qui contribuent également à pérenniser malheureusement ces situations, mais ça ne peut pas non plus tout expliquer. Mais je félicite vraiment vos interventions parce qu'elles reflètent vraiment la réalité que nous connaissons. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure, chère Victoire. Je vais tout de suite passer la parole à Elsa Chac, rapporteure sur ce dossier. Et ensuite, nos collègues qui sont présents et qui représentent de nombreux territoires ultramarins enchaîneront. Donc notez bien les questions, mesdames et messieurs. Voilà. Merci Madame la Présidente, chère Annick. Alors à mon tour de vous remercier pour l'ensemble de votre présentation et pour les chiffres à la fois exhaustifs mais également précis que vous nous avez livrés. Et je crois que c'est important au moment où nous débutons nos travaux sur cette question ô combien importante de la parentalité dans les Outre-mer que nous puissions justement commencer par cet état des lieux et par ce constat. Et à mon tour, comme ma collègue Victoire Jasmin, je tiens à remercier Monsieur le Président Stéphane Artano, mais également Madame la Présidente Annick Billon, d'avoir fait de ce sujet, justement, un sujet commun des deux délégations, parce qu'on sait à quel point c'est aussi important d'avoir ce regard croisé. Et pour des personnes qui, j'avoue, comme moi, ne sont pas forcément toujours au fait d'une actualité précise, en fait, dans les dom-toms, et bien, je pense que, justement, pouvoir se plonger et avoir ce regard-là, c'est aussi un élément extrêmement important. Alors pour venir sur les questions, alors moi je serai assez brève parce que il y a deux sujets qui m'ont particulièrement interpellée, notamment sur la question en fait des grossesses précoces et sur ce taux très important de grossesses précoces. Comment l'expliquiez-vous, si vous pouvez l'expliquer, d'autant plus que si je vois bien dans dans les présentations que vous nous avez faites, on assiste d'une part à un phénomène de scolarisation
scolarisation évidemment plus courte, notamment pour les mères de famille, couplée à un autre phénomène qui est celle d'une offre d'accueil d'enfants qui est peut-être moindre, ou en tout cas vous pointez des différences avec la métropole, d'où ma question, quelles sont ces différences par rapport à l'offre d'accueil des jeunes enfants? Et est-ce que, justement, ce phénomène est couplé? On a une scolarisation plus courte des jeunes filles parce qu'on a des offres d'accueil qui sont peut-être moindres et qui fait que, du coup, elles restent à la maison pour pouvoir élever les enfants, puisque derrière cette question, ce qui est sous-jacent aussi, c'est la situation économique de ces jeunes femmes. Est-ce qu'elles peuvent, justement, à un moment, retrouver le chemin, soit des études, puisqu'on voit bien que le taux de grossesse avant 20 ans, donc de manière très jeune, est important. Donc, est-ce qu'elle retrouve la voie des études ou en tout cas une possibilité d'insertion dans la vie professionnelle? Et donc, merci également pour vos propositions, puisqu'on voit bien en fait que vous proposez notamment un développement du programme d'accompagnement à la parentalité. Est-ce que vous avez des pistes plus précises justement par rapport à cet accompagnement à la parentalité, notamment par rapport à cette question de la prévention des grossesses précoces? Et puis j'avais une question concernant en fait la monoparentalité, parce que j'avais lu dans la synthèse de votre rapport, alors de manière très précise à la page 14, que le modèle particulier de la monoparentalité est de plus en plus fréquent depuis au moins une dizaine en fait d'années, en particulier en Guyane et à la Réunion. Et donc je voulais juste savoir si un changement s'était opéré il y a 10 ans. Enfin, comment vous expliquez que depuis 10 ans maintenant, ce phénomène en fait s'est accentué et se développe? Je vous remercie. Alors, une fois qu'on a passé les questions des rapporteurs, je vais donner la parole à deux collègues qui sont en présentiel. Et donc, tout d'abord, la sénatrice qui représente la Guyane ce matin. Donc, à vous, chers collègues. Merci, Présidente. Messieurs, dames, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, j'ai une question, juste une question, mais je vais quand même vous dire qu'en ce moment, en Guyane, il y a un sujet important, ce sont les dysfonctionnements dans les familles d'accueil. On en parle beaucoup. D'ailleurs, pour ne pas citer, Mediapart a fait une enquête auprès de jeunes qui sont placés dans les familles d'accueil sur le littoral. Donc des jeunes, puisqu'on revient d'ailleurs, on sort de la commission continuité territoriale et la difficulté, elle est là. Donc il n'y a pas de route, il n'y a pas Et M. Marie connaît très bien le territoire. Et donc ces jeunes, puisqu'il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée dans les communes, sont obligés donc d'être placés dans des familles d'accueil sur le littoral. Et ça rejoint également un autre sujet qui est important aussi, puisqu'il s'agit de suicide des jeunes Amérindiens, parce qu'en fait, ils ont été positionnés dans des familles d'accueil sur le littoral. Ils ont subi, entre guillemets, des violences sexuelles, etc. Et donc, quand ils reviennent chez eux, ils n'ont rien appris, en fait, ils n'ont pas évolué. Et en fait, ils se posent des questions, en tout cas sur leur vie. Et donc, ma question, puisque j'ai eu l'occasion, effectivement, lundi soir, de discuter avec la ministre déléguée à l'enfance, Madame Charlotte Cobel, avec qui on a beaucoup discuté, et elle essaie de trouver des solutions, en tout cas des propositions, pour mettre fin à ces dysfonctionnements. Et donc, ma question s'adresse à Monsieur Villach, donc votre instance au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous avez déjà mené une enquête sur justement l'accueil de ces adolescents dans les familles d'accueil? Voilà. Merci beaucoup, Présidente. Merci, chers collègues, chère Marie-Laure. Alors maintenant, la parole à la Guyane, la Réunion, avec notre collègue Nassima Dindar, qui souhaitait vous adresser une question également. Donc, la Réunion, on voyage beaucoup ce matin. Oui, c'est vrai. Merci, Présidente. Et puis, à vous également, merci. J'ai envie de vous dire que, ma collègue l'a dit, vous nous donnez la réalité que nous vivons sur nos territoires, mais vous avez une autorité supplémentaire sur la parole des élus, parce que vous, on vous croit, on croit en vos chiffres, alors qu'on doute beaucoup. On doute beaucoup à chaque fois que nous prenons la parole pour rappeler une réalité. La réalité que vous avez décrite, c'est celle que nous avons sur nos territoires ultramarins, des territoires les plus inégalitaires de la France. Inégalitaires pourquoi ? Les plus inégalitaires parce qu'entre les plus hauts revenus
où on tient compte du niveau de vie, de la hausse des prix, des produits plus chers, du modèle de consommation, export, hexagone, Europe et nos territoires. On tient compte de ça avec un index de correction pour les fonctionnaires. Et de l'autre côté, inégalitaire pour le public le plus précaire, les familles les plus précaires. Et quand vous donnez les chiffres sur les prestations familiales et sociales et sur le minimum RSA, vous voyez comment nous construisons nous-mêmes le ferment de ce que vous venez d'appeler bombe à retardement et crise passée et actuelle que nous vivons de manière régulière dans les DOM. Voilà la situation de nos territoires ultramarins. Vous nous donnez à lire par des chiffres le cercle vicieux de la précarité et de la précarité des femmes, et je remercie vivement la délégation aux droits des femmes et le président pour mener ensemble le regard croisé sur le rôle de la femme, de la famille, de l'éducation des enfants, avec du vrai développement des territoires. Et quand je dis développement, ce n'est pas seulement le développement économique, c'est le développement sociétal. Pourquoi? Parce que nous sommes des Français et que nous voulons défendre les valeurs citoyennes françaises qui sont sur nos territoires et qui font, grâce à sa diversité, la richesse même de ce que nous aimons, de la France, que nous défendons, parlementaires que nous sommes, modestement à notre petite place ou à notre juste place. Les chiffres rappellent donc ce cercle vicieux de la précarité sociale et familiale, de l'urgence sociale dans laquelle se trouvent les maires et les élus constamment. Les collectivités répondent plus à l'urgence sociale pour corriger ces inégalités, et c'est pour ça que je vous parle de cercle vicieux, parce que l'État n'apporte pas, mais parce que nous-mêmes, c'est peut-être notre incurie collective à nous tous, hein, nous n'avons pas donné suffisamment, dit suffisamment haut et fort que la France met de l'argent, mais mettons une bonne fois pour toutes pour corriger un modèle, alors que nous continuons à enclencher la violence sociale et les violences intrafamiliales. Je veux vraiment vous dire ce que je pense en tant que politique et en tant que Française réunionnaise. C'est-à-dire que c'est le modèle qui induit tout cela. Pourquoi y a-t-il autant de grossesses précoces? Mais parce que quand vous avez vécu dans une famille avec des violences intrafamiliales, le fait de devenir maman, ça vous donne un statut. Et vous devenez femme seule et vous allez avoir une survie financière, puisque vous allez toucher l'allocation femme seule, que vous pourrez prétendre avoir un logement, puisque vous avez un enfant et que vous serez prioritaire. Vous avez évoqué la question des MNA, mais bon, je ne vais pas vous donner, moi, j'aurais tellement à vous dire là-dessus. Moi, je suis pour que le RSA soit identique, au contraire, à Mayotte. Pourquoi? Parce que ma collègue Viviane Mallet, comme moi-même, je vous dirais très facilement qu'aujourd'hui, les Mahorais viennent toucher... C'est normal. Juste à côté, le RSA est largement supérieur à ce qu'il touche. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'ils prennent l'avion et qu'ils viennent ou scolariser et faire des allers-retours entre Mayotte et La Réunion? J'aurais fait pareil si j'étais dans ces difficultés. Et donc aujourd'hui, entre les MNA qu'on trouve à Mayotte, et c'est pareil pour la Guyane, qui viennent eux-mêmes des Comores, de Kwassa, ou des enfants qui sont nés sur le territoire français de mères comoriennes, puisque nous sommes à Mayotte sur la plus grosse maternité qui existe. Et donc trouvons vraiment les moyens. Moi je suis pour que l'alignement du RSA se fasse à Mayotte dans les plus brefs délais, pour éviter qu'effectivement dans toute cette zone india-océanique
nous amenons des difficultés. Ma question est celle-là. Est-ce que vous croyez, vous, que faire émerger, en termes de politique familiale, sociale, l'identité india-océanique, qu'on pourrait accompagner, est-ce que ça ne serait pas aussi une réponse à tous ces mineurs isolés qu'on rencontre, à la carence éducative qui est de mise dans nos territoires aujourd'hui? Nous faisons des enfants, mais les mères ne savent pas les éduquer. Ils finissent par devenir un moyen de revenu. Les enfants restent là pendant toutes les vacances scolaires. J'étais présidente d'un département, je peux vous le dire, à La Réunion, et les parents repartent, eux, à Mayotte, voire parfois aux Comores. Et il y a de la carence éducative qu'au fond, nous mettons nous-mêmes en place parce que nous nous refusons de voir une vraie réalité et d'apporter les vraies réponses à des choses que nous connaissons. Je me tais, mais donc voilà. Et puis ma deuxième question, c'était sur le RSO. Il me semble, mais vous allez me répondre, le RSO persiste où également? Par exemple, à La Réunion, nous sommes en train de le réduire, puisque les gens sont restés dans le RSO au-delà de 65 ans, et on les oriente aujourd'hui vers le minimum vieillesse. Et donc, le département de La Réunion accompagne plus ou moins ça. Et peut-être une petite suggestion pour être à la page 14 de votre document, plutôt que d'écrire les RSO âgés de 55 à 64 ans qui s'engagent à quitter le marché du travail, ça n'est pas véritablement ça. Le RSO, ce sont ceux qui sont inemployables. Ce n'est pas qu'ils s'engagent, c'est parce que leur inemployabilité a fait qu'on a mis en place un revenu RSO spécifique dans les DOM, alors que ça n'existe pas sur la France hexagonale ou métropolitaine. Et donc, voilà, peut-être juste cette petite correction. Voilà, je m'excuse, mais voilà, j'ai ces deux questions. On avance dans les questions. Merci à La Réunion et Nassima pour toute l'énergie et la fougue qu'elle a dégagée dans son intervention. On sent que c'est un sujet qui passionne. Donc, on va passer la parole à la Nouvelle-Calédonie maintenant. Gérard Poggia qui est avec nous ce matin. Merci, Madame la Présidente. Moi, je veux vous remercier, Mesdames et Messieurs, pour les informations que vous nous avez apportées aujourd'hui. C'est quand même des informations assez précises sur le sujet. Je veux aussi remercier le Président de nous avoir associé notre mission à ce sujet qui nous tient à cœur, parce que dans les Outre-mer, c'est pas toujours simple. On ne dit pas qu'il y a une différence entre les Outre-mer et l'Hexagone, mais on estime qu'on est assez éloigné, donc on a un peu plus de difficultés. Moi, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues des Outre-mer pour dire qu'il faut impérativement que la République prête une attention particulière sur nos sujets en Outre-mer. Et quand je parle des Outre-mer, c'est l'ensemble des Outre-mer. Ce n'est pas uniquement la Nouvelle-Calédonie, ni uniquement le bassin pacifique. Même si j'ai une fierté de dire que l'avenir se jouera en Outre-mer et particulièrement dans le Pacifique. Ce que je souhaite comprendre déjà, mais en fait, mes collègues m'ont fait comprendre que beaucoup sont des enfants, on va dire des filles-mères, on va dire ça comme ça. Et moi, j'aimerais bien connaître le taux en pourcentage de ces filles-mères. Mais en plus, j'ai cru comprendre qu'ils ont énormément de difficultés. Puisque, pour moi, la vie s'arrête là. Dès lors qu'ils ont un enfant, ils ne font plus un effort pour aller plus loin, quoi. Et c'est là où je pense qu'il y a nécessité d'un développement économique et social sur l'ensemble des territoires. Et ça correspond au sujet dans lequel nous étions juste avant cette rencontre, sur la continuité territoriale.
pour permettre à la population de vivre chez elle, on ne peut pas passer outre le développement et l'aménagement du territoire. Donc, il y a une nécessité pour nous, quand je dis pour nous, c'est aussi bien l'État et l'ensemble des ministères concernés, de faire le point avec les collectivités locales. Moi, ce que j'aimerais bien, par exemple, connaître, c'est que nous, on a une caisse sociale autonome. Mais comment ça se passe au niveau des outre-mer, enfin des départements, des régions? Est-ce que c'est l'État qui dirige directement? Est-ce qu'il y a une certaine autonomie? Tout ça, c'est important, enfin, même si je suis quand même de l'autre côté, c'est toujours important pour nous de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Donc voilà, désolé, hein, mais bon, je vais devoir vous quitter, parce que j'ai une obligation à 11h, mais je compte sur les rapporteurs et je compte beaucoup sur les deux commissions. Merci. Merci, chers collègues. Alors, la parole à désormais Saint-Barth avec notre collègue Micheline Jacques. Et ensuite, il y aura une dernière intervention avec Viviane Manet. On retourne à la Réunion. Merci, Présidente. Mes chers collègues, permettez-moi de vous remercier pour vos propos vraiment très éclairants. J'aurais plusieurs questions. La première question, nous avons parlé d'immigration et le lien entre la grossesse et le droit du sol, puisqu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi des jeunes filles qui arrivent sur le territoire français et que la grossesse leur permet justement de bénéficier de ce droit du sol. Pourrait-on envisager de développer l'éducation à la sexualité et les plannings familiaux aussi, puisque la plupart de ces jeunes sont pour certaines illettrés. Donc, que mettre en place pour pouvoir les accompagner et enfin, je rejoins ce que vous dites sur le logement, les conditions décentes. Donc, c'est un sujet que j'ai pris à bras-le-corps parce que j'estime qu'il faut, comme vous l'avez fort bien expliqué, sur la taille des fratries, on ne peut pas appliquer, il faut adapter le logement en fonction des territoires et des critères sociaux. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment, je ne dirais pas une bataille que je mène, mais j'essaie de faire comprendre l'impérieuse nécessité d'adapter le logement aux caractéristiques, aux spécificités de territoire. Et quand vous avez une fratrie de 6 enfants, et la période, le confinement Covid l'a bien montré, on ne peut pas les loger dans un même logement social que l'on peut loger, que l'on trouve dans l'Hexagone. Voilà, c'était le sens de mon propos. Et je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Et donc, Viviane Malet, pour terminer. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Bonjour. Chers collègues, et je voulais remercier les intervenants qui nous ont bien relaté en fait la réalité du terrain quand on la connaît, et je n'irai pas à l'encontre des propos de Nassima, puisque l'on a travaillé ensemble, elle en tant que présidente du département et moi en tant que pendant des années adjointe aux affaires sociales d'une grande commune de la Réunion, Saint-Pierre. Et alors ma question, j'irai à peu près dans le même terrain que le président de la délégation Outre-mer. Dans votre proposition de la HFEA, c'est vrai que c'est difficile à dire, vous préconisez de développer des programmes d'accompagnement de la parentalité. Et donc dans certains territoires, donc moi je vais parler pour le modèle Réunion, il y a plusieurs actions déjà de mener à destination des familles et des parents. Alors il y a la PMI effectivement, les LAP, les maisons de parents, les relais d'assistantes maternelles itinérants et énormément de mesures quand même qui sont mises en place. Mais comment faire à votre avis pour qu'ils soient mieux lisibles, mieux identifiés, mieux coordonnés peut-être aussi, pour qu'il y ait un parcours de l'enfant du début jusqu'à la fin, même l'adolescence, et puis surtout les rendre plus attrayants. Voilà tel est le sens de ma question. Je vous remercie. Merci à vous, chers collègues. Alors, on va passer aux réponses, messieurs et mesdames, et donc peut-être laisser la parole à ces dames en premier lieu, puisqu'elles ne se sont pas exprimées dans le premier tour de table, et donc vous vous organisez comme vous le souhaitez pour
la prise de parole. Donc, Madame Chasseran, je crois, souhaite répondre à toutes ces questions plus riches les unes que les autres. À vous, Madame. Je ne répondrai pas à toutes, puisque Laurence Rioux a beaucoup de réponses aussi à apporter sur sur un certain nombre de questions. Je voulais revenir sur la question du non-recours aux prestations. Le non-recours aux prestations, on l'observe particulièrement, évidemment, on l'a dit, à Mayotte, mais parce qu'une partie de la population n'est pas couverte. Et on l'observe aussi beaucoup en Guyane. Et là, il faut juste comprendre par quoi ça s'explique. Hein. Quand vous avez un territoire immense avec des parties enclavées, quand on vous demande d'aller dans une cave qui est à un endroit du territoire, qui peut être très loin, et il n'y a pas de transport public, que ça coûte cher d'y aller, qu'on vous demande des papiers dans un département où il fait 98% d'humidité, où il faut conserver les papiers, où on n'a pas du tout cette culture habituelle de conserver un certain nombre de papiers, où il n'y a pas Internet partout, les choses sont relativement compliquées. C'est-à-dire qu'on le voit depuis la métropole, mais on n'arrive pas à imaginer que c'est très compliqué, même de faire des services itinérants, même de faire des caisses itinérantes. Quand vous faites un service itinérant, donc il y avait des pirogues itinérantes en Guyane, mais les familles ont aussi leur propre rythme de vie. Elles ne sont pas forcément là lorsque la pirogue passe et elles n'ont pas les informations sur les services publics. Et puis, il faut comprendre aussi que partout, il y a un barrage de la langue. Et donc de la compréhension du langage administratif et de ce qu'on demande. Alors, il y a des actions, bien sûr, sur les différents territoires pour tenter de résoudre ce non-recours. Notamment, voilà, on l'a vu, c'est beaucoup de choses itinérantes pour essayer d'aller dans les territoires enclavés, d'aller vers les parents et les familles. Après, il y a d'autres problèmes dans ces allées vers, c'est que qui le fait on a une grande particularité, je trouve, des territoires d'outre-mer qui leur donne aussi un attrait très important, c'est la densité du tissu associatif et le dynamisme du tissu associatif, qui est à la fois mené par des grands opérateurs d'un côté, mais aussi beaucoup par des initiatives locales et encouragées. Mais malheureusement, ces initiatives locales ne perdurent pas dans le temps, parce qu'elles souvent, elles sont personnes dépendantes. Donc il y a quelqu'un qui vient, qui permet d'initier, et puis ça ne va pas au-delà de quelques années. Et puis un manque de formation des responsables locaux. Je reprends l'exemple de la Guyane, où le directeur de la CAF de la Guyane, quand il nous a transmis le plan d'action pour des services aux familles, partout c'était écrit qu'il fallait former les gestionnaires d'associations, qui peuvent, eux, après, monter de l'accueil du jeune enfant, monter des actions tournées vers la parentalité, etc. Sur ces actions sur la parentalité et d'accompagnement à la parentalité, je tiens à souligner que aux Antilles particulièrement, et puis à La Réunion, beaucoup d'actions sont menées sur le rôle des pères. Puisqu'on a vu que les pères étaient relativement absents des familles, ou en tout cas absents avec notre regard de métropolitain. Ils ne le sont pas toujours en fait, mais notre regard fait penser qu'ils ne sont pas là. Et qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, à La Réunion notamment, avec l'Observatoire de la parentalité, sur faire discuter les pères, faire rentrer les pères dans les familles, parce que les pères sont absents, soit, c'est peut-être le modèle, c'est peut-être la volonté des pères, mais c'est peut-être aussi le modèle chez les mères, de ne pas avoir de père à côté d'elles, de s'occuper des enfants. Et effectivement, ce qu'on a pu observer, lire, interviewer, parce qu'on a aussi mené des entretiens de sociologues sur les différents territoires, c'est culturel. C'est très, très... C'est un mode de faire famille qui ne correspond pas à celui de la métropole. Alors, soit la métropole décide d'aligner sur sa manière de voir, de faire famille, soit elle décide d'accompagner. Accompagner passe quand même par mettre l'accent sur le rôle des pères et le lien père-enfant, qui évidemment dépend beaucoup dans les Outre-mer de la situation vis-à-vis de l'emploi et des ressources du père. Dans les jeunes générations, il y a quand même une volonté de s'investir dans la relation père-enfant.
Je continue ou pas? Je continue. Sur les grossesses précoces. Donc on a eu plusieurs questions sur les grossesses précoces. Vous l'avez très bien expliqué, il y a des grossesses précoces qui sont vous êtes issu d'une famille qui a subi des violences, vous voulez acquérir un statut, etc. Et quelquefois, c'est vu de manière très péjorative pour les jeunes filles. Un accent qui doit être mis et qui peut être mis là, c'est que malgré ces grossesses précoces, il faut maintenir la scolarisation de ces jeunes filles et donc envisager des lieux d'accueil, peut-être dans les collèges, dans les lycées, pour leur permettre de ne pas... Il y en a à La Réunion, il faut que ça se développe pour ne pas que ces jeunes filles se perdent leur scolarisation. Alors, vous demandiez, Madame la rapportrice, pourquoi est-ce que c'est lié, scolarisation plus courte, accueil du jeune enfant moindre, etc. Est-ce que c'est lié? Je ne suis pas sûre. Ma collègue vous répondra très très bien sur l'accueil du jeune enfant. Il y a des méfiances, il y a une méfiance quand même sur l'accueil du jeune enfant. Il n'y a pas d'informations sur l'apport que peut avoir l'accueil du jeune enfant. Et il y a une tradition d'élever les enfants au sein des familles, de garder ces solidarités intergénérationnelles et intrafamiliales assez fortes. Et les jeunes filles, certes, peut-être que la grossesse déclenche la sortie du système scolaire, mais elles sont aussi extrêmement mobilisées par leur propre mère, leur tante, pour les autres enfants, pour les frères, pour les sœurs, pour le reste de la famille. Et sur ce lien entre grossesse et droit du sol, moi je tenais, et puis le logement adapté en fonction des territoires et critères sociaux, j'ai eu la chance de bénéficier d'un entretien avec Madame le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, et on comprend une chose, c'est que donc Saint-Laurent-du-Maroni étant sur la frontière avec le Suriname, il n'y a qu'un fleuve à traverser. Eh bien, les femmes surinamaises qui ont besoin... il faut comprendre en plus que ce fleuve ne fait que séparer des gens des mêmes familles. Et donc, ces femmes surinamaises viennent accoucher sur l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni parce qu'elles n'ont pas les conditions pour accoucher correctement de l'autre côté. Et un phénomène qui se développe, c'est qu'elles payent des hommes français, donc de la famille, etc., de l'autre côté du fleuve, pour qu'ils se déclarent pères, de manière à bénéficier du droit du sol. Et elles repartent après, avec les enfants. Et Madame le maire m'expliquait qu'il y a une différence importante entre le nombre de naissances et le nombre d'enfants qu'on voit arriver à 3 ans à l'école. Parce que ce sont les familles qui repartent. Et puis pour le logement, elle m'expliquait aussi, et je trouvais que l'adaptation de cette politique du logement en fonction du territoire était intéressante. Au lieu de construire des logements sociaux, surtout le territoire de la Guyane est immense, donc il bénéficie d'un terrain immense. Je ne reviendrai pas sur les complications du sol, à qui appartient ce sol et comment ça se... Voilà, qui est très compliqué en Guyane. Mais elle nous expliquait que plutôt que de construire les premiers logements sociaux qui étaient ce qu'on imagine tous en métropole, des immeubles soit bas de manière à mettre peu d'étages, etc., avec des balcons, ne correspond absolument pas au mode de vie. Absolument pas au mode de vie. Et donc, finalement, elle développe une politique où elle fait acquérir en logement social des terrains. Et elle fait une aide à la construction pour que les familles construisent leur maison elles-mêmes. Parce que sinon, on leur construit des logements qui ne leur conviennent pas. Et j'ai visité des logements sociaux avec toute une ville, enfin vraiment toute une petite ville qui s'est créée à Soula. Et en fait, les familles partent de ces logements sociaux, ne s'intègrent pas dans ces logements sociaux parce qu'on leur a fait un appartement traditionnel avec 2 chambres, une salle de bain, une grande pièce et une cuisine. Et c'est pas comme ça que ces familles vivent. Et effectivement, cette adaptation est nécessaire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ?
Alors oui, désolé, je reviens aussi sur la Guyane, qui est un territoire en fait que je connais quand même assez bien, sûrement pas aussi bien que vous, madame. Le dysfonctionnement des familles d'accueil. Je ne suis pas sûre que le suicide des jeunes Amérindiens, qui est vraiment une problématique très ancienne, ne s'explique que par cela, même si probablement ça n'aide pas. On n'a pas fait d'enquête sur les familles d'accueil en elles-mêmes pour ces familles qui accueillent effectivement tous ces jeunes qui ne bénéficient pas d'un collège ou d'un lycée près de chez eux et qui donc vont vers la presqu'île de Cayenne ou Saint-Laurent-du-Maroni pour pouvoir bénéficier d'un collège ou d'un lycée. Par contre, on s'est entretenu avec les responsables de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance. La Guyane est un territoire où il y a beaucoup de placements d'enfants et que les familles ne sont pas formées. Les familles ne sont pas suivies. Donc il n'y a aucun suivi des familles d'accueil, il n'y a aucune formation. Quand vous accueillez un enfant de l'aide sociale à l'enfance, issu de l'aide sociale à l'enfance, vous accueillez un enfant qui a des problèmes, un enfant qui a des troubles du comportement, un enfant qui a un manque d'affection. Et vous n'êtes absolument pas formé pour accueillir ces enfants, vous n'êtes pas suivi et vous n'êtes pas accompagné pendant le temps de l'accueil. Et alors je vais maintenant revenir sur un problème plus global. Une grande partie de ces problèmes que l'on observe, il n'y a pas assez de construction scolaire à Mayotte ou en Guyane, il n'y a pas assez de modes d'accueil du jeune enfant, etc. C'est aussi un problème d'endettement des communes, d'endettement des collectivités territoriales. Et sur l'exemple de la Guyane, il y a eu les grands événements de 2017, il y a eu énormément d'argent proposé pour la construction d'écoles, collèges et lycées qui ne sont pas sortis de terre. Les écoles, si, il y a pas mal d'écoles qui sont sorties, mais collèges et lycées qui sortent tout juste pour certains de terre très très longtemps après. Et pourquoi? Parce qu'il y a une vraie difficulté pour les collectivités territoriales de suivre et d'avoir des compétences locales pour construire, faire sortir de terre ces constructions. Donc ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi un problème d'attractivité des territoires et un problème de formation sur ces territoires. Écoutez, merci beaucoup pour ces réponses extrêmement précises. Il y a une petite contrainte de salle qui ne concerne absolument pas le président Stéphane Artano à distance, mais nous risquons d'être mis dehors très rapidement. Donc je vais vous demander éventuellement si on peut contenir en 5 minutes maximum. Et s'il y a des réponses complémentaires aux questions qui étaient très précises de nos collègues, vous pourrez nous les adresser comme l'étude complémentaire à laquelle faisait référence Monsieur Marie ultérieurement, puisque les travaux démarrent aujourd'hui avec vous et donc vous pourrez vous exprimer ultérieurement. Peut-être deux mots juste par rapport à une réponse, vous, madame, qui ne vous êtes pas exprimée. Voilà. Et puis ensuite, vous répondrez par mail et par retour avec des échanges aux questions qui ont été posées pour finalement rendre la salle à ceux qui l'avaient réservée à l'heure. Mais c'est tellement passionnant qu'on vous écoute. Moi, je voudrais intervenir donc, sur la question très importante de l'accueil du jeune enfant. Donc cet accueil du jeune enfant, il est important à 2 titres. D'abord parce qu'il permet la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle pour les parents de jeunes enfants et en particulier pour les mères de jeunes enfants. Et puis, il permet aussi une socialisation précoce du jeune enfant qui va l'aider ensuite à entrer à l'école maternelle. Et on constate des différences alors, importante en termes d'accueil du jeune enfant entre la métropole et puis les DROM, et entre les DROM eux-mêmes d'ailleurs. Donc en métropole, le taux de couverture par un mode d'accueil formel des jeunes enfants de moins de 3 ans est de 60%, 6 sur 10. En Martinique, ce taux de couverture est de 55%, donc pas très très éloigné. Mais en Guadeloupe, il n'est que de 44%, à La Réunion de 32%, et en Guyane de 9%, et à Mayotte, il est quasiment nul. Voilà. Donc des différences très importantes. Et par ailleurs, on constate aussi que, alors qu'en métropole, c'est l'accueil chez les assistantes maternelles qui est le premier mode d'accueil. Dans les territoires d'outre-mer, c'est l'accueil collectif qui arrive en tête parce qu'il y a peu d'offres
d'accueil par des assistantes maternelles. Donc ça, c'est un point. À La Réunion, la part du taux de couverture par les assistantes maternelles, c'est 23%. C'est plus cher que pour les parents qui sont en dessous de 3 SMIC. Oui, c'est plus cher que l'accueil en crèche. Et par ailleurs, il y a la question aussi de la difficulté d'obtenir un agrément de la part de la PMI pour les assistantes maternelles en raison des logements qui ne sont pas forcément adaptés. Et donc, c'est pour ça qu'on préconise un développement des maisons d'assistantes maternelles pour essayer de régler ce problème. Voilà. Bon, il y a aussi la question des difficultés financières des collectivités locales qui les empêchent ou les freinent dans l'investissement dans les crèches. Et vous savez que les CAF seuls ne peuvent pas financer l'investissement et la création des crèches et que les collectivités locales doivent participer. Voilà. Pour ne pas prendre plus de temps, Pardon. Voilà. Je souligne effectivement que de mon exposé tout à l'heure, j'ai peu parlé de la Réunion. Je m'excuse auprès de Madame la Présidente. Non, mais pourquoi je reviens là-dessus? C'est qu'effectivement, on a quand même une situation à la Réunion qui est globalement, structurellement plus organisée, une régulation plus importante, une structure des familles qui n'est pas la même. Par exemple, avec ma collègue, sur la monoparentalité, la monoparentalité vue à La Réunion a une forte ressemblance avec la monoparentalité telle qu'elle est à métropole. C'est-à-dire c'est des ruptures d'union qui amènent à une monoparentalité. Dans les cas que nous avons faits il y a 10 ans, et on va la revoir ce que ça va nous donner aujourd'hui, il y a une structure extrêmement différente entre ce qui se passe aux Antilles par rapport à ce qui se passe à La Réunion. Donc ce qui veut dire que la manière de prendre en compte la position du père, son implication ou sa réimplication, c'était ce que tu évoquais, n'est pas du tout la même. Là encore, on a un élément sur un sujet central, sur celui-là, sur le rôle des pères. On n'est pas dans le même univers. Deuxièmement, globalement, dans les dynamiques de précarité ou de sortie de la précarité, si j'inscris La Réunion dans une perspective sur 20 ans, on a entre guillemets, des progrès qui ont été accomplis à La Réunion beaucoup plus importants qu'une dégradation relative qu'il y a par rapport aux Antilles. Il y a là quelque chose, si vous voulez, sur les équilibres généraux qui font que les modalités, je vais dire un thème plus large, de régulation intrafamiliale, sociale, les modes d'habiter, le rôle des espaces réunionnais, la manière de les occuper, être dans les hauts, c'est pas être à tel endroit. Donc on a là quelque chose qui crée des modalités de fonctionnement qui mettent La Réunion dans une position intermédiaire. Et je pense qu'il faudrait essayer de regarder là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que le faisant ressortir, on peut faire un décalque sur ce qui se passe dans les autres territoires. Ça, c'est le deuxième point. Et dernier point sur la question de la monoparentalité, qui effectivement, dans ce que j'ai dit, c'était principalement sur les Antilles, c'est quelque chose d'extrêmement important que j'ai confirmé par l'histoire de la non-reconnaissance par les pères. Et cette dimension-là, on ne retrouve pas de traces de l'accompagnement. Et donc, il y a une charge auprès des femmes avec, effectivement, des processus, si vous voulez, de distribution différente des moyens des femmes. Et ça, indépendamment du taux de natalité. C'est-à-dire que la baisse de la natalité aux Antilles n'a pas entraîné, d'une certaine manière, une modification des rapports de parentalité. Et ça, c'est un point aussi qu'il faudrait souligner, ce qui veut dire que les modes d'accompagnement, alors je termine là-dessus sur monoparentalité, natalité faible, mais grossesse précoce, il faut lier les deux, fait que ça n'empêche pas les grossesses précoces. Et les grossesses précoces, et là on se rejoint, sont souvent pour des jeunes qui sont dans une situation de précarité scolaire ou dans une famille de précarité, quelque chose qui lui donne une identité. Elles deviennent femmes avec une forme de reconnaissance. Et il y a un paradoxe, c'est que dans le comportement de ces jeunes femmes, il y a quelque chose de l'ordre de l'identification comme étant existante. Les grossesses précoces ne sont pas forcément subies à La Réunion. Elles sont voulues. Voilà. Et ça vaut pareil pour l'absence de père chez nous. L'inconscient collectif a intégré malgré tout un modèle où, comme sur les plantations, les hommes venaient, copulaient, repartaient, les femmes restaient, c'est l'histoire aussi de l'esclavage, et donc il y a aussi quelque chose qui est lié à cela, anthropologiquement,
le père est dehors, il est père, mais il ne participe pas. Il y a encore ce modèle induit, et je pense que vous avez dû rencontrer l'universitaire qui travaille sur la parentalité. On va être obligé de voilà, parce que à là, l'université. ils sont derrière la porte quand même. Hein. Oui, c'est un peu ça. Mais alors, écoutez, vraiment, moi je vous remercie sincèrement pour la qualité des informations que vous nous avez livrées. On a appuyé du doigt déjà l'état des lieux, les différences culturelles, les différentes de structuration de famille, les réponses qui sont différentes, l'état de la loi qui est différent et la réponse à la fois au niveau des prestations. Vous nous avez aussi donné des pistes de réflexion. Je remercie sincèrement mes collègues rapporteurs et le président Artano que je laisse conclure puisque j'ai démarré. Voilà, bonne... à toi, cher président, cher Stéphane, et merci à vous, mesdames, messieurs, et on attend vos réponses par mail. Merci. Merci de cette délicatesse, chère Annick, chère présidente, et merci à nos collègues et aux intervenants et intervenantes pour la qualité de vos éléments dont les délégations sauront s'inspirer évidemment pour mener nos travaux. Et pour éviter que vous fassiez jeter de cette salle de visioconférence puisqu'elle est prise, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et je vous remercie vraiment beaucoup de votre disponibilité. À très vite. Merci. Alors on discute dans le couloir. Hein.